Passons à la suite, les Celestial Warbringer. Alors, les Celestial Warbringer, les prophètes guerriers des Celestial Warbringer sont issus d'une tribu dont les membres peuvent prédire leur... Ah, la musique s'est arrêtée. Oui, continue. Alors, ces mystiques peuvent lire les présages des cieux, gagner un avantage. Pour gagner un avantage au combat, ils emploient des stratagèmes audacieux et utilisent l'énergie d'Azir pour plonger l'ennemi dans la confusion et le détruire. Plus que tout autre Stormhost, les Celestial Warbringer se battent avec la bénédiction des cieux. Ils éprouvent une joie féroce à appartenir aux os de Sigmar, car avec un destin favorable et leur immortalité, ils sont convaincus d'être invulnérables jusqu'au jour de leur ultime trépas. Cette certitude les rend téméraires et ils sont prêts à prendre des risques que n'oserait pas tenter un Stormhost plus conservateur. Mais ce ne sont pas des paris insensés, car chacune de leurs actions est décidée après avoir soigneusement étudié les présages et alignements astraux pour éviter tout désastre et frapper au bon moment. Et lorsqu'ils frappent, c'est avec toute la puissance de la colère du dieu roi. Avec autant d'adeptes des arts mystiques dans leur rang, il n'est pas étonnant que les chambres sacro-saintes des Celestial Warbringer soient importantes. Leurs visionnaires et leurs sorciers consultent chaque jour planétaire enchanté, ça veut rien dire, diagrammes astro et observatoires afin de guider leurs chefs et leurs champions sur le champ de bataille et pour les affaires de l'État. Les reliques que brandissent les champions des Celestial Warbringer au combat tendent à être plus ésotériques que ceux des autres Stormhost. Certaines sont des armes mentales qui n'ont pas de forme physique, mais elles n'en sont pas moins mortelles. Alors, voyons un petit peu les aptitudes. Le trait de bataille de l'armée. Au début du premier round de bataille, après avoir déterminé qui a le premier tour, mais avant que celui-ci débute, vous pouvez choisir jusqu'à D3 unités, donc c'est très aléatoire, et les redéployer. Toutes les restrictions éventuelles sur le placement du plan de bataille peuvent s'appliquer. Bon, écoutez, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, mais bon... Moi, personnellement, j'ai tendance à penser... Il y en a qui diraient que c'est très fort. J'ai personnellement tendance à penser que ça fait partie de l'expérience du joueur de savoir bien placer ses troupes dès le début. Aptitude de commandement. Vous pouvez utiliser ces aptitudes de commandement dans votre phase des héros. Si c'est le cas, choisissez un sorcier, Celestial Warbringer, mis entièrement à 9 ou moins d'un héros, ou entièrement à 18 dans votre général. Ajoutez 1 au jet de lancement de cette unité jusqu'à la fin de cette phase. Donc jusqu'à la fin de cette phase de héros. Voilà, en gros, vous dépensez 50 points pour pouvoir avoir un +1 pour lancer des sorts. Je trouve ça pas fou, personnellement. Si c'était pour tous les héros, pourquoi pas? Mais là, c'est un héros. Trait de commandement. Une fois par tour, vous pouvez relancer un jet de touche ou de blessure ratée d'une attaque effectuée par ce général, ou un jet de sauvegarde raté d'une attaque qui cible ce général. Bon. On va pas se le cacher, les Celestial Warbringer sont une armée de sorciers, sans chambre sacro-sainte. En général, on va faire en sorte de relancer le jet de sauvegarde raté, parce qu'on veut faire en sorte que notre sorcier reste en ville le plus longtemps possible. On va pas l'envoyer au corps à corps. Artefact de pouvoir. Marteau d'augure, à la fin de la phase de combat, vous pouvez choisir une unité ennemie à 3 ou moins du porteur, jeter un dé. Sur 3+, cette unité subit une blessure mortelle, et vous pouvez jeter un autre dé. Sur 4+, cette unité subit une blessure mortelle supplémentaire. Bon, écoutez, je viens de le dire, vous voulez pas que votre général est au corps à corps. Vous voulez pas qu'il se fasse taper dessus, donc a priori, vous en foutez de la fin. Vous cherchez pas à ce qu'il rentre en phase de combat, votre général. C'est pas votre objectif. À part si vous êtes dans un format 1000 points, à 2000 points, votre général, vous ne voulez pas qu'il rentre en phase de combat, voilà. Donc, pardon, c'est mon ventre. Qu'est-ce que je peux vous dire? Là déjà, on a les 4 traits de ce Stormhost, et ben les 4 ils me plaisent pas. Et c'est drôle parce qu'on est sur le Stormhost des Sacro-Saintes. L'armée des Stormcast qui me plaît pas. Enfin, la chambre des Stormcast qui me plaît pas. Et donc, il y a peut-être un truc. Je me permets de me rafraîchir la gorge.
Alors, les mal nommés Celestial... Alors, qu'est-ce que j'en ai dit? Qu'est-ce que j'en ai trouvé? Les mal nommés Celestial Warbringers sont l'armée de Sacro-Saintes par excellence. C'est donc l'occasion de placer les 2 bataillons emblématiques des Sacro-Saintes qui n'ont pas leur place dans les Stormhosts plus traditionnels ou chez les Vanguard. Cette armée tournée vers la magie sera l'occasion d'utiliser le sort persistant emblématique des Stormcast, l'Everblaze Comet, pour profiter au mieux des Sequitors et des évocateurs dans l'armée. Il faut un Lord Arcanum sur Griffe Chargeur ou sur Toralon. Pourquoi j'ai dit que c'était une armée mal nommée? Parce qu'en fait, il y a plus loin dans les Stormhosts disponibles, ceux qu'on appelle les Astral Templars. Et les Astral Templars, c'est l'armée En fait, ils sont les règles des Vanguard. Et en fait, je pense vraiment que les Vanguard, eh ben, ça leur correspond bien mieux d'avoir comme nom Warbringers. Et Astral Templar, je crois que ça correspond beaucoup mieux aux Sacro-Saintes comme nom. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Enfin, ou qu'est-ce que je veux? L'armée. L'armée, donc, tient en pile 2000 points. Donc, la phalange purificatrice. La phalange purificatrice, c'est donc... alors, allons voir les bataillons. Les bataillons les bataillons des Sacro-Saintes, on en a 3. Bon, on a la grande chambre Sacro-Sainte, mais ça, bien sûr, c'est pour une armée trop conséquente. Donc, voilà. On a 3 bataillons chez les Sacro-Saintes. On a la grande convocation, qui est le bataillon qui permet de jouer des héros. On a la batterie Hailstorm, qui est un bataillon qui est assez populaire et pour lequel j'ai des questions. Et on a la phalange purificatrice. La batterie Hailstorm, c'est ce bataillon qui permet de jouer un Lord d'Ordinator et une unité de Celestar Ballista et une unité de Castigator. L'aptitude, c'est vous pouvez relancer les jets de touche pour les attaques de la Celestar Ballista de ce bataillon si l'unité de Castigator de ce même bataillon inflige au moins une blessure à l'unité ciblée lors de ce même tour. En fait, ma question, c'est plus je lis le lore de l'histoire des Stormcast, plus je me rends compte qu'en fait, le Lord Ordinator, la Celestar Ballista, et même en fait les Castigators, bah en fait c'est pas des Sacro-Saintes. En fait ils appartiennent à une 4e chambre. C'est juste qu'en fait, il fallait les sortir à ce moment-là, je sais pas pourquoi. Il fallait donner une machine de guerre, une artillerie aux Stormcast, il fallait leur sortir un nouveau héros en plus des sorciers, et il fallait leur sortir une énième, en fait, véritablement une 5e troupe de tir. Mais en vrai, en fait, si vous allez... Où est-ce qu'elle est cette page ? Où est-ce qu'elle est cette page qui présente les formations militaires des Stormcast? Non, c'est pas ça. Il y a une page, comme dans toutes les armées, vous savez, qui vous présente, comme dans tous les bouquins, qui vous présente un petit peu l'agencement de la hiérarchie militaire des armées. Donc a priori c'est pas là, ça doit être avant. Avant les Hallowed Knight, Frère Sigmarite. Voilà. Donc cette page. Cette page, vous la voyez bien. Enfin, vous la voyez pas, mais en fait, cette page, elle vous présente le fonctionnement en gros, d'un chapitre, d'un Stormhost. Et en fait, donc là à gauche, on a la chambre sacro-sainte. Là au centre, on a les chambres d'assaut, donc tout ce qui est Liberator, Judicator, Paladin et Prosecutor, ici. Là à droite, on a la chambre Extremis, donc tout ce qui est Star Drake et Dracosian Guard. Là ici, on a la chambre d'avant-garde auxiliaire, donc en fait tout ce qui sont les Vanguard Hunters. Et en dessous, on a la chambre de la ruine, la chambre de Covenant et la chambre Logister, qui sont en fait trois options de chambres vides.
Et en fait, je suis assez convaincu que, eh ben, les castigators, le- l'ar- l'artillerie et le héros qui est là pour favoriser l'artillerie, en fait, ils viennent de la chambre de la ruine. C'est ça que je crois. Et en vrai, j'espère, mais parce qu'en fait, dans les faits, ça leur coûte rien, que lors de la troisième version des Stormcast Eternal, et que on aura, et j'ose espérer qu'on ait à ce moment-là, la chambre de la ruine qui nous soit ajoutée à l'armée, et bien, j'espère que Game Workshop n'aura pas de scrupules à faire switcher ces unités concernées vers la chambre qui les concerne vraiment. Ça fera, d'un point de vue historique, beaucoup plus de sens. Bon. Ceci étant dit, ce n'est pas ce bataillon-là que nous allons utiliser ici. Ici, nous allons utiliser... Super animé sur des samouraïs et tout ça. Voilà. Sword of the Stranger. Superbe, super musique et super animé avec des super fights au katana trop stylés. Aka Mega Kill, aussi super animé. Je sais pas si l'animé va aussi loin que le manga. C'est super histoire où nous épargne rien. Hein. On a une unité en fait de héros et en fait c'est pas un spoil. Hein. On sait très bien que au cours de, je crois qu'il y a 12 bouquins. Au cours des bouquins, nos héros ils vont en prendre plein la gueule et il y en a qui vont mourir et tout et il va falloir l'accepter quoi. Et ça j'aime bien les histoires où on nous épargne pas la réalité des trucs quoi. Ils peuvent pas ressusciter, ils peuvent pas revenir, on peut pas trouver une pirouette scénaristique pour pas qu'ils meurent. C'est comme ça. Et ça et voilà donc Aka Mega Kill. Super manga, l'animé est bien, j'ai pas tout regardé parce que j'étais trop à fond dans le manga et je voulais pas me spoiler, mais bon, bref. Les Celestial Warbringer, j'ai dit, donc retournons sur les Celestial Warbringer. Donc, alors, nous allons utiliser deux... je vais mettre en face de vous, c'est mieux. Nous allons utiliser deux... leur bataillon, donc nous n'allons pas utiliser la batterie Hailstorm comme je vous l'ai dit, pour moi c'est un bataillon qui ne devrait pas être chez les Sacro-Saintes, c'est pas pour ça qu'on va pas utiliser, c'est juste qu'en plus également j'ai pas trouvé du coup scénaristiquement en termes de lore, et de place où le positionner. Donc la grande convocation qui est donc le bataillon qui joue les héros, il nous faut jouer un Lord Arcanum, donc on a un Lord, le terme est en gras, hein, comme pour Lord Célestan
ça veut dire qu'il faut que c'est un keyword et que nous pouvons nous permettre de prendre n'importe quel héros, qu'il soit sur un Griff Charger, qu'il soit sur un Draconlance, qu'il soit sur un Tauralon, que ce soit un héros nommé, comme Aventis Firestrike, comme l'héroïne qui est sur un Draconlance, j'ai oublié son nom, à partir du moment où ils ont le mot-clé Lord Arcanum, ils peuvent rentrer dans cette grande convocation. Ensuite, il nous faut un Lord Exorcist. Le Lord Exorcist, je me suis assez exprimé dessus lorsque je vous ai présenté les héros. C'est le sorcier mal aimé, celui qui d'ailleurs ne vaut que 90 points, parce que sinon personne ne le jouerait, et de toute façon même à 90 points, même en étant le héros le moins cher de tous les héros Tank Arsenal, il reste nul, il reste pas intéressant. Si vous avez 90 points, vous jouez 5 Libérators. Voilà, au moins vos 5 Libérators, ils pourront servir à tenir un objectif. Et vous devez mettre au moins 2 Knight Incantor. Voilà. Quel est le bonus apporté par la grande convocation qui coûte 130 points? Ajoutez un au jet de lancement des sorciers de ce bataillon lorsqu'il se trouve entièrement à 9 ou moins d'au moins 2 autres sorciers de ce même bataillon. Voilà, donc l'idée en fait c'est de créer des triumvirats pour permettre à vos sorciers d'avoir un petit bonus en magie. C'est déjà beaucoup mieux que de devoir dépenser 50 points d'aptitude de commandement pour pouvoir permettre à un sorcier de lancer, avoir un plus 1 pour lancer un sort. Enfin, pas un sort, mais ses sorts. Mais comme en général, c'est des sorciers de niveau 1, ils lancent un sort. Donc voilà. C'est une aptitude de commandement pourrie. Pardon. Ensuite, la phalange purificatrice. La phalange purificatrice nous demande d'avoir 2 unités évocateurs. Bien sûr, là aussi, le terme évocateur est en gras. Ça veut dire que vous avez le choix entre les évocateurs à pied ou les évocateurs sur Draconlance, parce qu'ils ont tous les deux le mot-clé évocateur. Et 2 unités de Sekitor. Là, vous n'avez pas le choix, c'est pas des rédempteurs. Hein, vous n'avez pas le choix avec les libérateurs, c'est des Sekitor. Phalange purificatrice. Si une unité d'évocateur de ce bataillon lance avec succès son sort et sort sur une unité de Sekitor de ce même bataillon et que le sort n'est pas dissipé, vous pouvez relancer les jets de touche des attaques de cette unité de Sekitor en plus des effets du sort. Les effets du sort des évocateurs, c'est que vous pouvez relancer les jets pour blesser, il me semble. Je vérifie tout de suite. Pardon. C'était pas la bonne page. C'est ça, vous pouvez relancer les jets de blessures ratés. Donc il faut savoir que les Sekitor, c'est quand même une unité qui touche à 3+, et blesse à 3+. Hein. C'est quand même... Et donc là, vous allez leur permettre de toucher à 3+, et de blesser à 3+. Non, de pouvoir relancer les jets ratés, et de touche et de blessure. Donc là, ça vous permet d'avoir des unités de Sekitor qui sont tout à fait plus fortes, tout simplement, si vous faites en sorte que vos évocateurs focus sur les Sekitor. Disons que c'est un petit bonus en cas de besoin, mais de toute manière, on préfère utiliser les évocateurs pour qu'ils s'auto-focus. Soyons honnêtes. Donc, l'intérêt, c'est juste de pouvoir, en vrai, pour 120 points, de poser 4 unités et de bénéficier d'un objet magique et d'un point de commandement supplémentaire. Parce que vous n'allez pas utiliser le sort et sort des évocateurs sur les Sekitor. Soyons honnêtes. Il faut utiliser le sort des évocateurs sur eux-mêmes. Donc nous avons ici notre phalange purificatrice avec comme on va utiliser notre Lord Arcanum comme général, nos Sekitor sont des lignes, mais vous n'avez que 2 lignes, donc on va rajouter une petite unité de tir, voilà, des Judicators, pour pouvoir tirer. Vous avez vu, hein, de toute façon, systématiquement, à chaque fois qu'on a besoin d'une petite unité de ligne supplémentaire, je prends 140 points pour mettre 5 Judicators. Surtout là, ce sera notre seule unité de tir, ce sera toujours ça le prix. Ensuite, la grande convocation, là, je me suis vraiment positionné sur ce qu'on avait. Un Lord Arcanum, un Lord Exorcist, un Knight Incantor et un deuxième Knight Incantor. Voilà, ça nous fait 4 sorciers. Et, alors là, on peut le marquer, là ici, troupe libre, enfin héros libre plutôt,
C'est pour ça que je l'ai mis vous l'avez en penché, là, comment ça s'appelle déjà l'écriture? En italique. Parce que pour bien se dire, il est pas compris dans la grande convocation. Et bien donc, à 110 points, on a 110 points. Comme ça, il restait 110 points. J'ai préféré focus le Lord Veritan et du coup un prêtre qui permet de faire la translocation avec sa prière, plutôt que d'aller me chercher un sniper, un truc comme ça. Le sniper, le Lord... non, le Knight Vexilor, non pas Vexilor, Venator. Light Venator aurait tout à fait eu sa place, il n'y a pas de problème, il est toujours efficace le sniper. Mais je me suis dit, le Lord Veritan, il permet de faire la translocation. C'est plus efficace, c'est plus pratique de pouvoir repositionner les évocateurs ou les séquitors là où on a besoin pour prendre un point, surtout qu'en plus c'est une armée du coup, comme elle coûte cher avec nos évocateurs, qui sont des unités qui coûtent cher, eh bien on n'a que 35 figurines sur la table. 35 figurines c'est vrai, mais ça fait quand même 92 points de vie, et 111 touches et 156 points de dégâts. Si on va voir les Knights et le Sexior qu'on avait tout à l'heure, on avait 39 figurines à 112, mais voilà, que 88 touches et 146 points de dégâts. Donc on garde quand même une armée qui reste tout à fait viable par rapport à ce que je vous ai présenté plus tôt, mais quand même 35 figurines, c'est pas beaucoup. Donc, on a le Lord Arcanum qui, on n'a pas trop le choix, il a le marteau d'augure, c'est tout pourri, mais on le sait, c'est l'objet magique du truc. Je lui ai mis coureur du vent sur sa monture. Coureur du vent, ça veut dire que ça nous permet de lancer un dé supplémentaire quand on utilise la capacité du griffe chargeur à chevaucher les vents. Vous savez, on peut lancer 6 dés ou 5 dés, je sais plus, pour déterminer une distance de déplacement pour qu'il traverse la table. Et bien là, coureur du vent, ça vous permet d'ajouter un dé supplémentaire. J'ai décidé que ce serait le Lord Exorciste qui lance l'Everblaze Comet, parce que comme ça lui donnera une utilité. Hein. Et voilà. Ensuite, on a donc le Knight Incantor A et le Knight Incantor B. J'ai donné au Knight Incantor A le bâton de focalisation et le combo pour qu'il combo avec la chaîne d'éclair, et donc le sort chaîne d'éclair. Et au Knight Incantor B, je lui ai donné le parchemin de l'orage et la vitesse de la foudre. Alors, au déploiement, placez la phalange purificatrice comme suit. Les 2 unités de séquitors sur le champ de bataille, les 2 unités d'évocateurs en réserve. Bien sûr, ça va saouler votre adversaire de ne pas savoir où vont arriver les 2 unités d'évocateurs étant donné leur puissance. Placez l'unité de judicator sur le champ de bataille. Placez le Lord Veritan en réserve. Placez la grande convocation comme suit. Lord Arcanum en réserve. Lord Exorciste sur le champ de bataille, Knight Incantor A sur le champ de bataille et Knight Incantor B en réserve. Vous avez donc 5 unités sur son champ de bataille et 5 unités en réserve. Vous avez peu de figurines sur la table, 35 au mieux. Vous allez devoir utiliser l'Everblaze Comet le plus possible, soit pour atomiser les unités trop peuplées ennemies, soit pour interdire l'accès à un objectif que vous ne pouvez pas contrôler. En fait, vous posez l'Everblaze Comet sur l'objectif, et l'adversaire ne peut pas s'en approcher sans se prendre des dégâts en permanence. Donc voilà, si vous savez qu'il y a un objectif qui est trop loin pour vous en prenez le contrôle, vous le recouvrez avec l'Everblaze Comet. Le prêtre Lord Veritan vous offre la réactivité nécessaire en termes de déplacement et repositionnement grâce à la prière translocation. Voilà, 5 téléportations disponibles sur un 4+. Profitez de votre habilité à contrôler 7 sorts par round. Prenez le contrôle de la phase de magie. Le Knight Incantor B doit vous permettre de fiabiliser la charge de vos 10 évocateurs au maximum, au mieux possible. Voilà, c'est ça, il va être vitesse de la foudre, ça vous permet de fiabiliser les charges. Donc voilà, ça va être le rôle du Knight Incantor B. Donc il faut qu'il ne soit pas trop loin. C'est pour ça qu'il va arriver en réserve, parce qu'il faut qu'il puisse arriver en même temps que votre unité d'évocateurs et surtout vos 10 évocateurs. D'accord ? Et qu'est-ce que c'est que le combo bâton de focalisation chaîne d'éclair ? Donc, le bâton de focalisation... pardon, je me gratte la tête. Le bâton de focalisation, en fait, c'est un objet magique qui, pris seul comme ça, il est pas fou. Pris tout seul, il n'est pas incroyable. Je suis en train de demander si... Non, ça va.
Une fois par bataille, à votre phase de héros, le porteur peut utiliser cet artefact. Si c'est le cas, ajoutez 1 au jet de lancement du porteur jusqu'à la fin de cette phase. De plus, si le porteur lance un sort qui inflige une ou plusieurs blessures mortelles durant cette phase, ajoutez 1 au nombre de blessures mortelles causées par ce sort pour chaque unité affectée. Donc, qu'est-ce que ça fait Où est-ce qu'ils sont les sorts? Ils sont juste après. Chaîne d'éclairs. Chaîne d'éclairs a une valeur de lancement de 7, donc du coup la 6 grâce à l'objet magique. 5 si vous arrivez à gérer votre triumvirat. S'il est lancé avec succès, choisissez une unité ennemie à 24 ou moins et visible du lanceur. Cette unité subit D3 blessures mortelles, plus 1 grâce au bâton. Puis lancez un dé pour chaque unité à 3 ou moins de la première. Sur 4+, elle subit une blessure mortelle, plus 1 grâce au bâton. Voilà. Donc là on a rentabilisé. On a comboté votre bâton de vocabilisation pour utiliser un sort qui inflige plusieurs effets magiques. Voilà. Donc voilà tout ce que j'avais à dire sur sur les Celestial Warbringers. C'est une armée tout à fait viable, hein, clairement. Clairement. Moi je l'aime pas, parce qu'elle ne fonctionne que sur des combos de sacro-sainte. Mais c'est aussi le principe de Sacro-Sainte, c'est qu'ils sont bien forts. Non, en vrai, je trouve ça cool de pouvoir recouvrir un objectif avec l'Everblaze Comet. Je trouve ça stylé. Mais voilà. Donc, passons à mon autre Stormhost que je kiffe bien. C'est les Tempest Lords. On approche de la fin.